Allez, là, voilà. Euh, merci d'abord pour la municipalité de Widoun de nous recevoir. Et étant donné de l'audience, je vais donc parler en français. J'aurais souhaité parler en tunisien, mais bon, on va parler en français. Et je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Karim Amr, je suis chargé de cours en Belgique en aménagement du territoire. Alors, l'aménagement du territoire, c'est toute la question de la gestion d'un pays. Dans un pays, il y a des villes, il y a des lieux urbains, des lieux de campagne, il y a le littoral, il y a des îles, etc. Et donc, cette manière d'aménager le territoire est une ressource, une compétence fondamentale dans tout État. On ne peut pas construire des zones industrielles, on ne peut pas construire des industries dans des zones agricoles, on ne peut pas construire du logement d'habitants dans les campagnes, etc. Donc c'est toute cette connaissance. Et ma deuxième compétence, c'est celle des sciences politiques, donc sur les questions de gouvernance. Alors, je dois vous dire un peu quelque part que sous l'époque de Bourguiba, on a un peu dévalorisé cette notion de politique, comme si c'était un domaine privilégié. En fait, la politique, c'est tout simplement la gestion du bien public. C'est une fonction très simple, qui devrait être facilitée et non pas complexifiée comme on aurait tendance à le faire. Donc la politique, c'est tout simplement la gestion du bien-être humain. Et c'est cette préoccupation pour les autres. Alors, dans la conférence d'aujourd'hui, je m'apprêtais à vous parler des principes de gestion des municipalités. Alors, vous savez que la nouvelle Constitution souhaite, en tout cas réclame, une autorité locale. Et toute la coopération européenne, la GTZ, etc., va un peu dans ce sens pour aider la gouvernance locale. Et donc la municipalité de Midoun, comme tant d'autres, va être obligée de prendre ses responsabilités, autant dans ses ressources, dans son financement, dans son personnel. Et ce ne sera plus comme autrefois où on demande des revendications à l'État ou à la région. Dorénavant, les municipalités vont avoir un pouvoir local et elles vont devoir trouver leurs ressources et faire leurs choix et gérer leur collectivité. Alors, une municipalité, c'est un territoire, c'est une autorité, donc c'est extrêmement bien déterminé. Alors, avant de commencer la conférence, je voudrais quand même vous demander une chose qu'il faut réaliser. Quels sont les atouts de Djerba? Quels sont les atouts de Djerba? Qu'est-ce qui fait qu'on ait envie d'aller à Djerba, que l'on ait envie d'y vivre, que l'on ait envie de revenir? Donc c'est très important de dire qu'est-ce qu'on aime dans cette île. Alors, bon, je vais essayer d'aller assez vite. Il y a d'abord les paysages verdoyants. Il y a les palmiers, les tabias, il y a le calme. Vous savez que Simone de Beauvoir avait dit de Djerba, c'est l'endroit le plus calme au monde. Donc les gens viennent à Djerba, apprécient le calme, apprécient la beauté des paysages, apprécient la verdoyance, apprécient la mer, apprécient, en allant plus loin, le manoir djerbien. Le manoir, c'est le houch. Donc le houch, il est ancestral, c'est un pilier de la culture djerbienne. Et donc Djerba, elle est aussi connue pour son air pur, elle est connue pour la diversité de son poisson, la richesse de ses ressources marines, la diversité de ses réserves. Après, on viendra après. Je vais essayer de... Excusez-moi, je vais parler pendant 40 minutes peut-être, et ensuite... C'est juste... Oui. Vous avez parlé d'air pur. Oui. Dire Flaubert a dit que l'air est si pur qu'il empêche de... Oui, ça c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Mais là, j'ai un micro qui fait du son. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler ça? J'ai un écho, c'est pas... Qu'est-ce que je dois faire? Technicien, excusez-moi. On laisse ça comme ça? Non, il n'y a pas... Parce que je dois m'éloigner peut-être. Je m'éloigne du micro. Non, c'est bon, ok, d'accord. La disposition déjà par là. D'accord, d'accord.
Vous avez raison, monsieur, l'air est si pur qu'il empêche de mourir. Effectivement, où les citronniers sont plus hauts que des cèdres. Effectivement, ce sont des mots de la littérature. Et ces mots de la littérature nous soutiennent. En fait, ce sont des slogans pour l'île. Et en fait, on devrait exploiter ces citations, ces proverbes, parce qu'ils marquent la compétence de l'île. Et vous le savez, oui, vous avez beaucoup d'exemples comme ça sur le mythe d'Ulysse, sur l'importance des pommiers, l'île des jardins, etc. Ce sont des récits qui font qu'on ait envie de revenir. De même que quand on a parlé aussi des lotophages, cette fameuse herbe du lotos, c'est l'herbe qui fait oublier. Quand on arrive à Djerba, on oublie ses soucis, on oublie son origine, et on vient. Donc les lotos, c'est un peu une sorte de drogue locale. On n'a jamais dit exactement ce que c'était, mais en fait, c'est l'idée de tout oublier pour revenir dans ce pays de miracles, quelque part. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aime à Djerba? Il y a bien sûr la mer, les manoirs, la végétation, le poisson, les réserves naturelles. Nous avons la réserve naturelle de Seg, ou de Ras el-Mel, comment on appelle ça? Autrefois, on l'appelait Hadiq Zimzim, qui se trouve du côté de l'El Hadriya. Ce sont des endroits magnifiques. C'est des lieux de reproduction pour les oiseaux, pour la faune, pour le poisson. Chez Seg, il y a le mot arabe définit l'arrosoir, Seg. C'est de l'eau douce qui tombe sur l'eau de mer. Et ce mélange est un miracle biologique puisqu'il permet à des espèces de se renouveler. Donc les anciens connaissent la diversité de poissons qu'on avait parce qu'il y a des poissons qui viennent de très loin pour se reproduire en milieu doux, dans une eau douce. Et puis ensuite ils repartent dans l'eau de mer. Donc ça c'est du côté de Seg. Et c'est là où le Club Med, il y a quelques années, a établi son premier hôtel. Et donc vous savez, quand Trigano est venu à l'époque, dans les années 60, il a dit « je ne vais pas perturber l'environnement, je vais mettre des huttes, je vais me fondre dans l'espace, dans l'espace naturel, dans la beauté, dans ce lieu miraculeux, exceptionnel. » Et puis il faut savoir aussi que les oiseaux qui viennent de loin, dans leurs excréments, ils ramènent des herbes nouvelles qui contribuent encore à la diversité de la région de Segia, etc. Et donc autrefois, nous avions une très grande diversité de poissons et d'oiseaux qui malheureusement a disparu, puisque un des grands désastres d'ailleurs de nos choix touristiques fut justement ce fameux Club Med. Puisque, évidemment, au début il y avait une bonne intention, mais par après, quand on vient dans un milieu sauvage, on ramasse des diarrhées, on ramasse des maladies, et donc il faut de l'hygiène. Et donc il a fallu aménager des cuisines, des lieux d'hygiène, de l'eau douce, des routes, une cuisine, etc. pour associer et le confort et la vie sauvage. Et donc ça n'a conduit qu'à l'intrus de l'être humain, et de plus en plus l'être humain s'est imposé dans ces lieux de réserve naturelle. Ces lieux auraient dû être protégés. Voilà. Donc je parle des atouts de Djerba. Pourquoi? Parce qu'il faut les connaître pour les protéger. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a de bien dans l'île de Djerba pour savoir les préserver. Alors nous avons aussi, outre la vie animale, nous avons le patrimoine musulman de Djerba. Et il y a une culture ibadite à Djerba qui est moins connue, parce que bon, c'est une culture musulmane, donc c'est une culture musulmane qui s'intègre dans l'islam général de la Tunisie, mais c'est quand même un islam ibadite, c'est-à-dire un islam des origines. On connaît les chiites, on connaît les sunnites, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Ali et ceux qui ont suivi Muawiyah. Et il y a une troisième voie, ceux qu'on appelait les Khawarij, ceux qui sont sortis du conflit. Et c'est une petite minorité, et ces Khawarij, bon, il y a eu plusieurs tendances, et dont les Ibadites sont restés en Afrique du Nord, et particulièrement à Djerba. Et donc, chez les Ibadites, il n'y a pas la culture du califat ou de l'État. C'est un système de communauté. Et donc, on n'a pas de pouvoir central. Et donc, il y a quelque chose d'original dans cette culture ibadite de Djerba, c'est qu'on vit autour du houch. Le houch que je traduis en termes manoir. C'est une cellule, et les Ibadites se copient. Ils ont une homogénéité des comportements, ils se reconnaissent. D'ailleurs, les Djerbiens se reconnaissent. Ils ont à peu près, vous allez voir des Djerbiens à Tunis, ils vont se reconnaître.
parce qu'ils ont le même type de comportement, le même type d'attitude. Eh bien, dans la façon de vivre, les Djerbiens avaient un mode de vie homogène. Autour du houch, des tabias, et chaque houch à côté d'un houch, et donc c'est un ancrage des familles, et voilà. Et donc cette culture ibadite a contribué à la beauté de l'île. À la beauté parce qu'il y a une harmonie, il y a une discrétion, parce que par exemple pour les questions de sécurité, il ne fallait pas trop montrer de visibilité. Le Djerbien était assez discret, on ne construit pas en hauteur, on essaie de se fondre dans la nature pour échapper, pour ne pas être visible. Donc ça fait partie de notre tradition, ce côté de modestie très très fort. Voilà. Donc dans ce patrimoine de Djerba, il y a la culture ibadite, et la culture ibadite est un des secrets de la beauté de Djerba. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, chacun construit comme il veut, c'est absolument honteux, scandaleux, je ne sais pas comment dire, mais à Djerba, normalement, on a des types de comportements, on n'essaie pas non plus de construire des maisons comme un palais de la municipalité ou autre. On a un côté discret, etc. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance des m'as-tu vu, veux-tu louer, etc. Donc il y a des choses qui ont changé. Et tout ce patrimoine culturel de l'île de Djerba risque de disparaître. Ok, je ne vais pas trop m'étendre dans cette partie, les atouts de Djerba, mais je trouve que c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils sont pour les protéger. Il faut être conscient de nos atouts, parce que ce sont ces atouts qui attirent les touristes, qui font tourner l'économie, contrairement à ce qui fait fuir le tourisme, et qui fait fuir et qui ruine l'économie. Donc c'est très important de se poser ces questions élémentaires. Quels sont nos atouts et comment on va faire pour les protéger? Alors pourquoi donc Djerba fut-elle si belle? Donc il y a cette culture d'abord de l'ibadisme, et il y a aussi la pauvreté. Vous savez, on voit aujourd'hui une île qui a l'air d'être prospère, mais à la base, c'est une île sans eau, sans ressources. Et donc, ça a conduit des comportements économes et d'adaptation à l'espace, avec la rareté de l'eau, etc. Bon, maintenant, je vais en arriver donc à ce qu'on appelle la beledia, la municipalité. Et en arabe, le mot est vraiment excellent, puisque beledia, c'est un petit pays. Et gérer une beledia, c'est gérer un petit pays. Alors c'est très simple, je vous ai parlé de la Constitution de 2014 et du nouveau projet pour responsabiliser les municipalités locales, le système local. Et donc, au niveau de la beledia, nous avons un Raïs Beledia, donc un président, avec ce qu'on appelle en français des échevins, qui est un peu l'équivalent de ministre. Ce ne sont pas des conseillers, ce sont des responsables. Et chaque responsable, donc chaque échevin, qui est un peu l'équivalent d'un statut de ministre local, s'occupe soit de population, d'état civil, de sécurité, d'environnement, de qualité de vie, d'éducation, de santé, de la construction. Donc ce sont des portefeuilles qui sont alloués à chaque échevin. Et donc chaque échevin est responsable. Donc là, si je peux me permettre un petit conseil, je suis passé mardi à la Beledia de Midoun, et je vous mens pas, jusqu'à 3 h de l'après-midi, en plein Ramadan, il y avait encore un tas de monde qui devait recevoir, qui devait voir le Raïs Beledia, donc le président de municipalité. Et donc vous voyez que ce sont des gens qui consacrent beaucoup de temps pour venir. Bon, ce sont des gens qui ont des gens compliqués, qui ne respectent pas les lois et qui viennent se plaindre pour avoir des faveurs. Mais il faut s'imaginer, c'est quand même assez difficile pour un Raïs Beledia de rester toute la journée en plein Ramadan, écouter les complaintes des gens et finalement donner des faveurs. Mais s'il donne des faveurs, il fait des contraintes à la loi. Mais ce n'est pas son objet. En fait, les missions doivent être attribuées à ces échevins. C'est-à-dire que si on a un problème pour le planning bâtir, mais on va voir le responsable de l'aménagement. Et ce responsable va leur envoyer un architecte. Les architectes connaissent les lois. Et donc, un président d'une municipalité ne peut plus travailler avec le citoyen. Autrefois, c'était peut-être possible parce qu'on était une petite communauté. Mais aujourd'hui, Djerba est énorme. La municipalité de Midoun est très importante. Il me semble difficile pour
un président de municipalité de rencontrer tout le monde. Par contre, il doit rencontrer les responsables d'institutions, responsables des organisations professionnelles. C'est-à-dire, et ces gens-là font la police pour la municipalité. C'est-à-dire que les architectes respectent les normes de construction de Djerba. Donc lui, il rencontre les architectes en donnant les directives qui sont des normes de construction, et les architectes sont tenus de contrôler ce type de construction. On ne peut pas construire en dehors des normes de Djerba, c'est pas possible. Votre dossier ne sera pas refusé, vous n'aurez pas de permis de bâtir, vous n'aurez pas de permis de construire. Ça, donc le professionnel vous le dit. Et donc c'est un intermédiaire, ce n'est plus le bourgmestre, ou le maire, ou le président de municipalité qui doit tenir ce langage aux citoyens. C'est l'architecte. C'est pareil pour l'entrepreneur. Les entrepreneurs sont des gens agréés, donc ils sont dans une structure professionnelle, ils ont des directives, et la municipalité travaille avec des gens agréés. Agréés, ça veut dire que c'est des gens qui respectent les normes de Djerba. C'est pareil avec les trax, les conducteurs de trax. C'est pareil avec tous les métiers. Et donc un président de municipalité doit travailler avec les organisations professionnelles, les boulangers, les guides touristiques, les avocats, les notaires, les juges, les associations civiles, etc. Et donc la collaboration doit se faire par ces intermédiaires afin d'organiser le pays. Mais si on va voir chaque citoyen, c'est pas possible, on ne peut pas lui tenir, les réglementations sont là, et il faut les appliquer. Voilà, donc ça c'était juste par rapport à un petit point par rapport à un président de municipalité. Un président de municipalité est donc encadré par des échevins chargés de sécurité, de finances, d'économie, d'exécution, de bien-être de la population et aussi de relations extérieures. Bon, mais ça, chaque président de municipalité organise quelque part son gouvernement. Par exemple, quand je vous parle de relations avec l'extérieur, c'est intéressant pour le cas de Midoun. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour le cas de Midoun? Parce que Midoun reçoit beaucoup d'étrangers, beaucoup de touristes. Ce sont des professionnels en vacances. Donc ils ont des fonctions en Allemagne, en Norvège, en France, etc. Maintenir un contact avec ces professionnels d'Europe en vacances, ça permet de joindre l'utile et l'agréable. Et ça permet peut-être de créer des coopérations. Ça permet de maintenir le lien. Ça permet, si ces gens, ils peuvent nous aider, ils peuvent faire des dons, ils peuvent apporter quelque chose. Ils ont sûrement des choses qui sont inutiles, ou des expériences, ou une compétence. Et donc dans le cas de Midoun, justement, c'est très intéressant d'avoir un échevin qui s'occupe aussi de ses relations avec les pays européens, avec les touristes, parce qu'en plus, il fidélise cette clientèle. Quand par exemple, on reçoit un don d'un village, ou des machines de propreté, de nettoyage, ou des machines pour le jardin, etc., parce qu'elles sont amorties en Allemagne, donc on pourrait éventuellement recevoir un cadeau, on maintient, puisqu'il faut amener le matériel, donc c'est encore de nouvelles vacances, encore de nouveaux séjours à l'hôtel, et on conserve encore, on entretient ce lien avec Djerba. On aime un pays quand on est mêlé aussi à ses soucis. Et ne croyez pas que les touristes soient des gens uniquement des profiteurs, il y a aussi des gens qui aimeraient bien le bon développement du pays, et je vous le dis, et la présence de quelques-uns le prouve. Voilà. Donc une belle ville, c'est une autorité, un territoire, un pouvoir législatif, parce qu'on fait aussi des décrets municipaux. Et nous avons par exemple un décret municipal contre le bruit. Bon, je pourrais en parler dans les normes de l'environnement, mais par exemple la question du bruit. Oh, je vous ai cité l'exemple de Simone de Beauvoir qui avait dit que Djerba est l'endroit le plus silencieux du monde. Elle est venue, elle a été étonnée par son silence, et quand nous passons nos vacances ici, on entend les fouchiques, les tartines jusqu'à 2h, 3h du matin, les gens viennent se marier, mais c'est un boucan infernal. Et pourtant, nous avons un décret municipal de lutte contre le bruit, parce que c'est une pollution sonore, et quand même, je
moi, je me souviens que dans les années 70, un vieux décret se préoccupait de la question du bruit. Donc ça fait partie des pollutions. Bon, si on veut l'annuler, on peut l'annuler, mais il n'a pas été annulé à ce jour. Donc c'est un peu la responsabilité de la municipalité de voir est-ce qu'il faut préserver le bruit ou pas. Moi, je dis qu'il est important aussi. Pourquoi? Parce que nous avons des lieux de réserve naturelle. Et vous savez que les oiseaux sont très sensibles au bruit. Et dans la zone de Seg, ce qu'on appelle aujourd'hui Tesdaïn, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent se reproduire, mais de moins en moins. On a mis une route, on a mis un éclairage, on fait du bruit. Mais vous imaginez bien que les oiseaux ne vont pas rester là, c'est pas possible. Et donc on est en train de, quelque part, détruire des réserves naturelles qui pourraient être objet de tourisme. Parce que, imaginez une publicité en Europe où on vient observer la vie des oiseaux du côté de Seg. Il y a des endroits silencieux avec des jumelles, avec des safaris photos, etc. Donc c'est une manière de préserver cette richesse que nous avons à Djerba. Et Djerba, c'est un trésor. Djerba, quand on la connaît, c'est une île extrêmement riche sur de très nombreux plans. Alors, je vous disais aussi que par rapport au pouvoir, il y a un pouvoir législatif, celui qui fait des décrets, il y a un pouvoir de constat, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe ici depuis la révolution de 2011 et jusqu'à aujourd'hui. Vous avez constaté que les choses se sont beaucoup aggravées. On construit n'importe comment, on ne respecte plus les lois, on détruit des palmiers, on détruit des oliviers, on construit le long des routes. Je crois que les Djerbiens le voient de leurs propres yeux. Et malheureusement, nous sommes un pouvoir infime par rapport aux obstructeurs. C'est-à-dire que les gens qui bafouent le pays sont devenus beaucoup plus importants que ceux qui veulent préserver le pays. Et donc, c'est pour ça qu'un moment comme aujourd'hui est important, parce qu'il permet de faire entendre nos voix auprès de la municipalité de Midoun. On ne peut pas continuer comme ça à saccager ce trésor. Finalement, un jour, il n'y aura plus de trésor, et ce trésor n'est pas renouvelable. Donc, voilà, je ne sais plus ce que je disais, j'ai un peu perdu le fil. Voilà, donc je reviens à la Beledia. Beledia, il y a différentes fonctions. Il y a d'abord un territoire, une autorité. Oui, voilà ce que je voulais dire. C'est qu'avec la Révolution, beaucoup de choses ont été bafouées. Eh bien, je m'excuse de vous le dire, mais il faut que la Beledia fasse le constat. Il faut que la Beledia dise, là, on a fait des obstructions. On n'a pas les moyens, ça c'est autre chose. Mais on doit faire le constat de tout le mal qui a été fait, de tout ce qui a été mal construit, en dehors des normes, etc. Parce que, comme ça, on pourra dire au gouvernement national, voilà, nous sommes perdus, nous sommes dépassés, mais le constat, il est fait, le constat doit être fait. Or, aujourd'hui, aucun constat n'est fait. Si le constat n'est pas fait, il n'y a pas de problème d'hygiène, il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème à Djerba, tout va bien. Or, vous savez bien que ce n'est pas le cas. Et en fait, la Beledia doit être capable de faire des constats et de dire « je suis dépassé », ce n'est pas des citoyens qui doivent le dire. C'est la municipalité qui doit le constater pour peut-être un jour faire appel à un soutien de l'État pour dire « écoutez, il faut nous aider à remettre de l'ordre, même si on n'a pas de pouvoir exécutif, eh bien, c'est une responsabilité qu'on doit redéposer au niveau national. » Alors, par exemple, vous savez que Midoun reste une commune, une municipalité agricole. C'est une municipalité rurale, agricole. Ce n'est pas une cité. Alors, ce côté municipalité rurale a son importance du côté paysager. C'est-à-dire qu'on a des paysages magnifiques, on a un air pur, on a un calme, on a une faune. C'est ça qui fait le charme de notre région. On ne peut pas non plus en faire une zone urbanisée à la Hammamet ou de Hammamet à la Hakumi, c'est pas possible. Et en fait, nous sommes en cours. On fait des routes entre le phare et Midoun, entre Houm de Souk et Midoun. Ces routes sont destinées à faciliter la fluidité du trafic, et en fait, elles sont devenues des axes de construction. Vous prenez n'importe quel axe, celui qui va à Oued Amr, celui qui va
au phare ou celui qui va à Rantoussour, à gauche et à droite, partout des constructions. Même Jama Khazdoun, qui est un lieu historique. Tout autour, maintenant, il y a des constructions. En fait, on dévalorise le lieu. Et va aller voir ces constructions. Elles n'ont rien à voir avec le style djerbien. On a des khardèges, des gens qui vendent du khorda, de n'importe quoi. Il n'y a aucune élégance. On vous arrache des palmiers, on vous arrache des oliviers. Et vous savez que la loi interdit. Il y a un décret que je vais vous montrer tout à l'heure. On n'a pas le droit de toucher à l'arbre. Et il y a quelque chose du droit coutumier très particulier de Djerba, c'est que ça existe à Djerba, on possède un olivier. Un olivier est un titre. Un arbre est un titre. On a un titre de citronnier, on a un titre d'arbre. Parce qu'un arbre est productif. Et donc ça fait partie de nos traditions. Et on transmet un arbre. Parce que, et ça vient toujours de nos origines de pauvreté. Parce que l'île était pauvre. À n'importe quel endroit de l'île, on plantait un arbre. Et on allait chercher 2-3 citrons, on allait chercher des oliviers, etc. etc., etc. Voilà. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, concernant la gestion municipale, c'est d'abord un territoire, donc délimité, avec une autorité, avec une identité. Et notre identité, c'est une identité rurale, agricole, et il faut la préserver tant qu'elle n'a pas été changée par le texte fondamental de la loi nationale. On ne peut pas dire oui, mais c'est plus possible. Non. S'il y a un problème, il faut le soumettre à l'État. C'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale qui décide si on doit changer les. Mais ce n'est pas le citoyen qui décide, c'est l'État national qui réfléchit, qui pèse, qui fait une commission et qui puisse peut-être changer la situation. Alors, c'est une population. Je ne vais pas parler de sécurité, de justice, de police, tout ça c'est autre chose. Des organisations professionnelles, je vous en ai parlé au début, où il faut s'appuyer sur des institutions pour faire la police. Il faut que le maire, le président de municipalité, s'appuie sur des intermédiaires qui, eux, vont faire la police pour lui. Et vous voyez, aujourd'hui, les municipalités travaillent avec des intermédiaires. Et dans tout, on travaille avec des sociétés. On crée des sociétés d'intérêt public. Pour le transport, des sociétés pour la botanique, des sociétés pour le ramassage des poubelles. Bon, elles sont accompagnées par l'État. Et donc, l'État aide à la création d'entreprises d'intérêt social, d'intérêt public. Vous imaginez bien, regardez par exemple, si on voit la question du transport. À Médoune, il n'y a pas de transport collectif. Il n'y a pas de transport collectif. Nous avons une société de Bednin qui travaille sur le transport. Et on n'est pas capable de développer une entreprise nationale de transport public pour les gens qui viennent du phare ou de Darmorlo, etc., qui a une navette qui passe. Mais c'est logique. Et c'est pas très compliqué de créer une entreprise publique avec un transport, avec bien sûr un abonnement pas cher, un abonnement annuel de 80 dinars par exemple pour individu, parce que les gens habitent Djerba, avec le ticket, t'as à 3-4 dinars, c'est des passagers qui viennent. C'est des passagers qui viennent, c'est des touristes. Qu'est-ce que c'est 3 dinars, 4 dinars pour eux? Si je vous parle de Bruxelles, je paye mon ticket de tram. Si je paye mon ticket de tram, je paye 2,80 €. Ah, c'est Bangladesh, ça fait en dinars tunisiens. Ça fait 10 dinars le ticket. Quand je veux prendre un transport collectif dans le cadre russe. C'est pareil. On fait pareil. Les abonnés, ils ont un tarif préférentiel, ils vivent dans le pays. Et les gens qui viennent occasionnellement, un ticket 3-4 dinars, avec le sourire, pas de problème, vous voyez. Donc ce sont des entreprises publiques. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On a le développement de transport, de taxis individuels. Et quand au début, je vous parlais des qualités de la vie, c'est les qualités de l'air. Nous avons à Djerba un air non pollué. Mais si tout le monde prend un taxi, si tout le monde prend sa tartare, si les normes de pollution ne sont pas respectées, on est en train de gâcher notre air pur. Les gens viennent de loin pour avoir cet air pur. Donc ça fait partie de nos qualités. Et donc la circulation automobile, elle doit aussi être contrôlée contre les normes de pollution. Et là aujourd'hui, même le miskin, il prend un taxi. Il n'a pas d'autre solution. Ou il marche, ou il prend un taxi. Enfin quand même, on pourrait quand même
réfléchir à une navette régulière. Il y a des travailleurs, il y a des écoliers, il y a des... C'est une catastrophe. On y arrive. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a la question de... Alors, vous savez que Djerba, nous n'avons pas la tradition de la ville. Nous avons des manoirs, houch. Et dans le houch, il y a tout. Il y a un système d'autarcie, d'autonomie. Il y a l'eau, il y a l'éducation, il y a l'enracinement. Nous n'avons pas le sens de la vie, nous n'avons pas la tradition du califat, nous n'avons pas la tradition du chef. Nous avons ce que nous appelons au Blarbi, Nidam al-Azaba. Au Nidam al-Azaba, c'est le conseil des savants, le conseil des sages. Et c'est une très vieille tradition qui remonte à l'époque hellénistique. Il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, que beaucoup de gens ne savent pas. Savez-vous quel était le premier nom de l'île de Djerba? Le premier nom de l'île de Djerba était Fila. L'île de Fila, l'île de Fla. Et Fla, c'était les Filas de Delphes, Filas de Delphi. Nous avons d'autres villes qui s'appellent Philadelphie. Et l'île de Djerba s'appelait l'île de Fla. Et donc, c'est toute la tradition grecque où vous retrouvez toute cette culture, cette culture du savant, cette culture du sage, cette tradition hellénique, grecque. Quand on dit culture grecque, c'est pas la Grèce, hein, c'est la culture grecque qui était dominante en Méditerranée. Même à Djerba, il y a très très longtemps, on parlait le grec parce que c'était la culture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus que la Grèce accapare tout ce capital de la culture grecque de l'époque. Djerba était aussi d'une culture grecque. Et donc, les Filas de Delphes, c'était les sages. Et donc, cette culture qui a pris après le côté des savants, des sages et des Azab. Et le Nidam des Azab que nous avions à Djerba, qui a disparu, qui est très méconnu, c'est celui de la compétence. Le Azabi est détenteur d'une compétence, d'une connaissance, d'un savoir. Et comme on a une tradition uniforme, on fait confiance au Azabi. Le Azabi, il n'a pas un intérêt personnel, il a un intérêt collectif. Et donc le mot arabe de Azabi, c'est Uzubiya, donc c'est le côté solitude, donc isolement, donc il se retire de son intérêt personnel pour voir l'intérêt collectif. Et donc quand un Azabi vous donne un conseil, c'est le conseil rationnel, sage, c'est le premier stade de la science. Donc c'est celui de la connaissance et non pas celui de l'intérêt privé. Donc vous voyez toute cette vieille culture que nous avons à Djerba, et ce système a quelque part disparu. Aujourd'hui, Azabi, ce n'est uniquement le nom de famille d'une famille, hein, mais en fait, c'est tout un système. Samah, vous vouliez dire quelque chose, oui? Je voulais juste intervenir pour vous dire oui. que le nom de Philadelphia, il y a 4, personnellement je connais 4 villes qui portent ce nom. Une aux États-Unis, Oui. une en Israël, une en Afritons, l'ancien nom, et l'autre, bon, de toute façon il y a 4. Oui, certainement, certainement. Et je pense qu'il y en a encore d'autres. Certainement. Parce que j'ai une Palestine. Une Palestine. L'origine, c'est la Palestine. Ah non. C'est la Palestine. Delphes, c'est la Grèce. Hein. D'ailleurs, la Palestine était déjà sous contrôle romain ou gréco-romain. Donc, ce transport de noms vers les Amériques a suscité un nombre de questions. Qui est le vrai? Quelle est la vraie origine de ce nom? Pour les Yonnais, les Grecs. Delphes, c'est grec. Delphes en Égypte aussi. Donc le système de Azab, peut-être qu'il a été à l'origine le même système qui a été instauré dans ces écoles catholiques.
Oui, mais c'est ce que j'essaie de dire, c'est que dans la Grèce antique, il y a cette culture des sages, du philosophe. Et ce système, c'est, me semble-t-il, poursuivi aussi à Djerba, avec, même sous la vision islamique, du système des Azara et du système des Ibadites. Donc voilà, mais il y a beaucoup de choses que l'on découvre encore sur Djerba. Et donc le premier nom était Fla, l'île de Fla. Et puis ensuite elle a pris le nom de Méninx, qui était le nom romain. Et alors le nom romain de Méninx, vous savez que c'est une énigme pour les historiens, pourquoi Méninx a disparu. Et alors dans mes lectures, je suis arrivé à faire une hypothèse, vous savez que Méninx se trouve du côté de Qantara. Et alors à partir de quand Méninx a disparu? Elle a disparu à partir du 5e, 6e, 7e siècle. Soit un peu avant ou pendant les invasions islamiques. Et donc, je pense qu'en 663, nous avons un témoignage d'un gouverneur omeyyade qui passe par Djerba et qui dit il n'y a aucun problème avec Djerba, c'est une île calme, ce sont des gens religieux. Et donc il poursuit sa route vers Takirouane, Et donc il est passé par Djerba en disant, comme on dirait en termes modernes, RAS, quoi. Il n'y a rien à signaler, tout va très bien. Or c'est à ce moment-là que Djerba se déplace, que Méninx se déplace, pardon. Méninx disparaît peu à peu, et c'est Djerba qui prend son importance. Djerba c'est Ramkissouk. Djerba c'est le nom de Ramkissouk. On a trouvé une plaque de l'époque romaine où il y avait République de Gerbie ou République de Hajjak. Donc, Méninx, il est possible que Méninx ait disparu avec les invasions arabes où les Djerbiens se sont repliés beaucoup plus et ils ont développé leur système d'isolement. Parce qu'ils creusent leur maison sous le sol, ils conservent les eaux, ils conservent leur... Donc ils ont un système de défense très très original, mais il est sûrement né d'invasions étrangères, et entre autres parce que par exemple nous n'avons pas connu les Hilaliens. Par exemple les Hilaliens ont fait un grand ravage en Ifriqiya, mais pas à Djerba. Par contre aujourd'hui oui, les Hilaliens nous font des dégâts, mais avant, à l'époque du XIe siècle, les Hilaliens n'ont pas touché Djerba. Oui, Samahni, tu veux rajouter quelque chose? Ok. Peut-être ils se sont isolés peut-être par peur ah, bien entendu. Hein, d'un ennemi que ah, mais certainement, c'est une question de défense. D'ailleurs, le système de défense de Djerba, il est sous la roche, il est sous la table, il est sous les remparts. Même l'architecture du en lui-même, la roche c'était presque une forteresse. Oui, mais il comptait surtout sur la discrétion, qu'on ne soit pas visible. Et avant d'arriver aux roches, il y avait des sentiers tortueux, donc il y avait des chemins de table et on ne s'est pas arrivé aux roches. On est déjà répertorié avant. Oui, on est déjà vu bien avant. Bon, le système de défense ancien de Djerba, il vaut une conférence à lui tout seul. Hein. Et même la construction même des couches, oui. C'est une construction quadrupède. Oui. 4 chambres. Oui, absolument. Dans toutes les directions, avec des fenêtres ouvertes sur les 4 directions. Oui. Donc l'ennemi qui vient, même qu'il soit à 1 km ou à 20, il est tout de suite. Oui. Moi, je pense que ces ouvertures sont pour l'aération. C'est surtout pour la. Mais la défense se fait ailleurs. Elle se fait autour de l'île. L'épaisseur des murs déjà. Ouais. Oui, mais ça, c'était les constructions d'autrefois, elles étaient solides, parce que c'est le lieu familial. Hein. Mais je ne crois pas que les roches étaient destinées à faire front. C'était vraiment le dernier refuge, le repli. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les Djerbiens laissaient leurs femmes et ils allaient travailler très loin. Ils faisaient le commerce jusqu'à Alexandrie, Tripoli, Quds, Jérusalem. C'est très connu. Hein. Le Qaddes, c'était un pèlerinage aussi important que le Hajj. Donc on allait très très loin. Et donc pourquoi est-ce qu'on allait très loin? C'est que les femmes étaient en sécurité, donc on pouvait les laisser dans ce roche,
et on allait travailler pour trouver un complément économique, parce que n'oublions jamais que la pauvreté est quand même un moteur économique de Djerba. Elle incite au travail. Ouais. Voilà, je vois que Djerba, dès qu'on en parle, on peut aller dans tous les sens. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Non? Ah, ça va, d'accord, ça va. Je pensais que vous veniez préciser. Assez. Donc, revenons plutôt à la gestion des municipalités. Et donc, un bourgmestre, un maire, un président de municipalité, il organise son gouvernement en fonction des compétences. C'est un choix. Donc, il peut faire un chargé d'environnement, un chargé... alors, dans l'environnement, par exemple, il y a beaucoup de choses. J'ai un peu discuté ici avec un responsable local. On a les réserves naturelles, on a la biologie du poisson, la reproduction, on a l'hygiène, on a les réserves naturelles, on a la reproduction des oiseaux, on a les poubelles, le rayon de l'environnement, il est énorme. Il est énorme. Je crois qu'il y a 2 personnes. 2 personnes pour faire tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous allez voir certaines municipalités, ben, vous savez, on fait de la recherche biologique. On étudie le poisson qui vit là, comment il se reproduit, on enseigne ça aux enfants. Parce que c'est quand même notre survie. Un des drames de Djerba, vous savez que nous allons vers l'uniformisation du poisson. On n'a plus cette diversité. Il y a quelques jours, j'étais au marché, j'ai vu des requins, voilà, j'ai vu des raies. Nous, à l'époque, j'ai jamais vu de raies ou de... On ne mangeait pas les raies, nous, avant. Par contre, avant, on avait des tortues. Bon, on n'en voit plus des tortues, bien entendu. On voyait des mérous, on n'en voit plus des mérous. On voit plus rien. Même les crevettes, les gambas. Les crevettes, c'est un animal extraordinaire parce qu'il se reproduit très très vite. En 3 mois, eh bien, même les crevettes ont disparu. C'est-à-dire que les animaux qui ont un cycle de reproduction très rapide, aujourd'hui, disparaissent. Le mérou, vous savez, un mérou, vous savez, il naît femelle, et après 5 ans, ou à 8 ans, il devient mâle. Donc il faut attendre 5 ans ou à 8 ans pour qu'un mérou puisse reproduire. Mais on ne les laisse pas le temps d'arriver à 5 ans ou à 8 ans pour pouvoir devenir reproducteur. Et en plus, le mérou est un animal quasi sédentaire. Il vit dans les rochers, il vit dans le lieu, et c'est un peu une sorte de roi de la mer, comme ça, il est très imposant. Mais le mérou, il est très facile à tirer parce que les gens ont peur du mérou, parce qu'il est impressionnant. En fait, il n'est pas dangereux, mais on le tue très facilement à l'arpon, et donc il n'y a plus de mérou. Les mérous de Djerba, maintenant, il n'y en a plus. Les langoustes, il n'y en a plus depuis longtemps. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Si vous voyez les pêcheurs, il y a des crabes. C'est le mot d'Ashhad, c'est le mot. Avec les crabes, à la Khatadom, ils sont résistants. Et ils bouffent les crevettes. Ils bouffent les crevettes. Non, les crevettes ont disparu parce que leur cycle de reproduction, le golfe de Gabès, il est pollué. Donc la crevette a quasi disparu. Et c'est dommage parce que la crevette, les langoustes, ce sont des animaux qui mangent des eaux polluées. Ils s'adaptent. On les appelle les éboueurs. Absolument, absolument. Donc ce sont des animaux qui peuvent servir. Ok, je vais essayer de faire vite. Alors, qualité de vie, une préoccupation. Économie aussi, c'est une préoccupation. En principe, que je vous disais qu'une baladée, elle va être appelée à trouver ses ressources. Mais est-ce que vous trouvez normal que des camions de briques rentrent et ne payent pas un euro à la municipalité? Ben, elle ne voit rien. Donc des gens arrivent, détruisent les paysages, abîment les paysages, et puis la municipalité ne touche rien, aucun intermédiaire. Les gens salissent les paysages, ils construisent des maisons vilaines, il n'y a aucune taxe locale, et donc il faut que ça change. La municipalité va être appelée à prendre ses responsabilités, et je crois que ces 10 années que nous avons, ces 8 années qu'on a connues de la Révolution, bon, je ne vais pas les accuser parce qu'on a eu d'autres acquis. Et d'ailleurs, les destructions ont débuté bien avant, hein, sous Ben Ali, hein, je ne vous mens pas, il y a eu déjà des abus excessifs avec Ben Ali, tout comme il y en a eu avec Bourguiba. Tout comme il y en a eu avec Bourguiba. Donc, mais là, on est en train
on n'a plus d'autorité locale et ça devient très préoccupant. Voilà. Oui. Juste à propos de la faune et la flore marine, la dernière audit qu'a fait la colonisation française avant de quitter la Tunisie, c'était plus que 350 espèces qui vivaient autour de Golfe de Gabès. Aujourd'hui, on n'en trouve que 70. Et principalement, c'est dû à la pollution du groupe chimique et le système de refroidissement de toutes les usines de groupes chimiques de Gabès. Les quais flottantes de Stria. Et dans la philosophie, quand il a été créé ce groupe chimique à Gabès, en se basant sur le principe que l'eau de Méditerranée change toutes les 100 ans normalement. Sauf qu'ils n'ont pas pris en compte que le courant autour de Djerba, dans le golfe de Gabès, il ne changera jamais. Parce qu'il ne subit pas le courant qui traverse la Méditerranée de Gibraltar jusqu'aux traversées de la mer Rouge. Et ce courant, il ne passe pas par les zones en abri de la Tunisie, et notamment le petit golfe de Gabès. Donc le courant il tourne autour de l'île de Djerba. On voit déjà l'effet sur l'avancement de flèche littorale à la Salomane. L'avancement, enfin, le niveau du sable, de profondeur de deux côtés du Ganta. Donc le courant il fait le tour et ça empêche le renouvellement, le changement d'eau. Donc depuis la création de ce groupe chimique, des tonnes sont versées tous les jours dans l'eau et qui ne changeront jamais. Et l'impact est direct sur l'écologie. On ne trouve pas le même phénomène, on ne trouve pas ni à Sousse, ni à Mahdi, ni à Tabarka, ni à Bizerte, que au sud, parce que c'est à l'abri. L'acidité de l'eau est très élevée et s'élève de plus en plus. Maintenant, avec le problème d'exévéa de la déchetterie sauvage, de Soulgimli, avec l'ONAS, en fait, la station d'opération d'eau usée de Soulgimli aussi, ça va être conservé encore pendant des siècles dans le golfe de Gabès et circuler autour de Djerba sans qu'il soit changé. Donc, et la station de dessalement d'Odmer, c'est la pire aussi. Donc, ce qui vraiment, il faut un mouvement national, pas au niveau des mairies, pour sortir, essayer de minimiser les dégâts de tout ça. Donc la volonté d'État qui est absente d'abord. Les législations qui sont tolérées pour, bien sûr, l'État elle se donne droit à dépasser les lois, et c'est notre problème depuis l'indépendance. On a eu Bourguiba, Ben Ali et nos jours. Elle se permet des infractions des lois, l'État en elle-même, et après la tolérance pour les gens proches du pouvoir. C'est vraiment. Alors Gabès, c'est une question de choix stratégique qui a été fait au Bourguiba. Gabès, dans l'histoire, c'est une oasis. Donc c'est une région agricole, magnifique. Et c'est une oasis qui s'est urbanisée. Maintenant, voyez un peu la logique. Vous avez des palmeraies, vous enlevez les palmiers et vous mettez de la ville. C'est absolument ridicule. Et dans l'équilibre régional, donc ça concerne l'aménagement du territoire, on a mis des entreprises polluantes dans la région de Gabès, cimenterie, groupe chimique, etc. Des entreprises qui ne peuvent pas exister en Europe, hein, parce qu'elles sont extrêmement polluantes. On les a envoyées, on les a envoyées en Tunisie. Et encore plus dramatique, pendant des années, ces entreprises chimiques ont rejeté, ont leur rejet dans la mer, dans leur boue, dans l'eau de mer. Et nous avons un golfe de Gabès. Le golfe de Gabès était très poissonneux, très riche. Il est mort. Il est mort. Et en plus, ce que nous avons un autre problème, c'est le Qantar. Le Qantar a fait un barrage. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, j'ai vu par l'image satellite, le golfe de Bourrara, qui est au sud, tout à fait au sud, il est complètement mort, il est pollué, il est tout noir. Il n'y a plus de rien. Et toute la pollution descend sur le golfe de Bourrara. C'est devenu un marécage. Un marécage, une mer marécageuse, moi j'ai jamais vu ça. Parce qu'une mer, l'eau tourne, vous avez raison. Mais comme ça c'est bloqué,
Et alors aujourd'hui, on vous parle de faire un pont entre Djerba et... On a envie d'isoler Djerba, on a envie de revenir, de se dire on n'en peut plus. La pression est trop forte. Il faut protéger l'île de Djerba. Et là, aujourd'hui, on veut nous faire un pont, comme ça on débarque tous les jours en bagnole avec la facilité, etc. Et ce golfe de Bourara, il est complètement pollué, et le canal de Kantra, en principe, il devait y avoir 3 ouvertures. On n'en a fait qu'une. On ne trouve pas d'argent pour faire 2 ouvertures. On ne trouve pas d'argent pour faire 2 ouvertures sur Kantra. Avant de faire les ouvertures, il faut d'abord dépolluer. Si jamais on ne dépollue pas, nous savons l'objet à Zelzis, etc. Il faut démarrer, comme vous dites, je ne sais pas si le mot existe, démarécagiser. Il existe. Il existe, donc nettoyer et puis faire ces ouvertures, ça c'est la priorité, c'est pas le pont. سامحني حاج oui vous voulez dire حبيت اقول لك القنطرة بيها اي ثم استاذ يقرر في الليسي تاع حمصو في الجغرافيا وقتها كل كومبليمونتير من يابي با دو ليسي كيف بيريود يا استاذ؟ انا عارف الموضوع خاطر نخدم في جماخ 55 قال لهم هالقنطرة هذه راهي مضرة يلزم من توا تفكروا في فتحات باش البحر يمشي ويجي. المهندس الليلاني طرد وقال له انت مصدق وما تعرف شيء. وجا حضر وصرف الفلوس وقال يجيك بفلوسي باش نعثر على الوبرتير اللي عملوها الثانية. الوبرتير اللي عملوها توا من اللي بدات القنطرة وكل ما عملوها من توا خير. احنا هذه جربة يمكن عام بالعوام تو ديتها تلقانا في لامبيدوزا ما عادش هنا. باش كركونا بالبحر يجونا غادي الكل لان من استقلينا من عام 90 لفري qui est intervenu auprès lors de cette conférence et j'ai intervenu auprès de cette municipalité pour nous aider. Elle a dit non, il n'y a pas d'argent. Il y a même. C'est Rouen qui a dépensé tout. Une réunion internationale. Il n'y avait aucun cadre présent de Djerba. Aucun. Ils étaient invités. Tous. Aucun. Ça fait presque 25 ans hein, que l'association de la défense de Djerba hein, étudie le dossier qu'il doit préparer à l'UNESCO. Rien. Il y a des Djerbiens qui s'encontrent ici même. Et qui sont parmi les cadres. Conclusion عم الحاج. Conclusion, ما تكلمش لامبيدوزا احنا وبلادنا نقولوا. السلام عليكم. C'est parce que 50 années, enfin, la proposition était il y a eu une protection de la métropolitaine pendant la présence des pays. وجدنا نهار من نهار جابوا ولا تبع طرابلس. نرجعوا لطرابلس على الأقل عندنا البترول بيه. أنا الكونكلوزيون تاعي يا عم الحاج. كونكلوزيون حميدة. نعم. أنت قلت la municipalité ولا Djerba est bloquée par des mafiosi. D'accord. Ben, la conséquence directe, il faut se débarrasser de ce régime de mafiosi, avoir notre indépendance et gérer notre île comme nous voulons, par des autochtones, des indigènes, comme ça. À moins de faire revenir Ben Ayed et de couper les têtes. Oh, ils vont revenir. Il n'y a pas autre chose. Quand l'île sera plus belle, sera devenue plus belle, plus habitable, hein, plus aérée, plus riche, ils vont accourir comme Tamar. Vous savez que... de construction anarchique, hein. Partout, ثم ناس توا يبنيوا في مدن مش في دار مدن قاعدة تتبنى في البلاد ما همش من جربة أكيد حتى واحد منهم واحد كاتب اسمه هو حي الأخضر Comment ont-ils acquis les terrains pour construire? Comment?
De quelle façon? Un enseignant. Un enseignant. لا لا اسمع tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas rendre. Je ne reproche Non, non, c'est pas vous que je ne reproche à personne. Parce que- Nous-mêmes, citoyens, nous n'avons rien fait pour Djerba. Oui. Citoyens même, n'a rien fait pour Djerba. Non pas la municipalité. Vous savez, quelqu'un, il a un terrain, il a un Ah, âge, il doit vendre, c'est En ce qui inévitable. En ce qui Il revend à concerne- quelqu'un d'autre, mais le quelqu'un d'autre doit respecter l'usage du terrain, c'est ça. Si c'est un terrain agricole, si c'est un rouge, si c'est un... On doit respecter les règles de Djerba, c'est tout. La question n'est pas de vendre, de ne pas vendre, c'est pas grave. Non, D'ailleurs, non, d'ailleurs, vous voyez bien, il y a des Européens qui sont installés ici et qui sont les premiers à respecter le style local, l'architecture locale, etc. Ils ont plus de respect pour l'environnement et l'architecture djerbienne Ouais. que les indigènes. Ah, là, c'est des gens qui veulent s'enrichir أول حاجة et qui ستيل متنين ستيل تشوف الديار ما نعرفش ستيل ليبي شفتي في الطريق الناظور فريمون هكا لي ديكوراسيون تاع Et les tuiles, comme s'il neigeait. Les tuiles, En ce qui comme s'il concerne neigeait la à Djerba. décoration de Menzel, La Chaben. j'ai pris la remarque au président d'Aoutsou. تعرف انا على ليبوك Nous n'avons pas le droit de toucher l'extérieur. L'autorisation est chez nous. Nous n'avons pas le droit de lui dire de faire sa maison en blanc avec des fenêtres bleues. Non. Je ne sais pas si c'est Boussaïd. C'est l'île. Le président de la municipalité. احنا مره واحد عمل هكا تعرف لو ميتال دو ستيل سيدي بوسعيد قالوا له نو tu ne fais pas ça c'est pas djerbien ça Sidi Boussaïd c'est joli mais ça c'est Sidi Boussaïd pas Djerba. Parce que l'association de la sauvegarde de Sidi Boussaïd elle est très forte. Et la Mais municipalité. c'est le patrimoine de Sidi Boussaïd احنا عندنا patrimoine تاع جربه. Oui, l'association de sauvegarde de Djerba, où est-ce qu'elle se trouve? يا أستاذ أنت صغير. حتى الاستقلال nous n'avons jamais eu le cas des déchets. Jusqu'en 1960, jamais le Djerbien n'a parlé de Bon, on va essayer de terminer. Je vais juste. Samahni, Asma. Ce qu'il faut savoir, excusez-moi, Djerba a toujours été indépendante. Quand vous voyez l'histoire de Djerba, elle a toujours navigué entre les pouvoirs étrangers pour rester autonome et indépendante. Bon, c'est vraiment un récit assez étonnant. On s'est allié aux Siciliens, des trucs comme ça, mais à l'époque, les Siciliens ils étaient musulmans. C'était sous l'époque des Fatimides. Il ne faut pas les dénoncer. On s'est allié à eux, on s'est allié avec les Génois. Bon, il y a eu plein d'épisodes dans l'histoire de Djerba, même à l'égard du pouvoir hafside. On a toujours fui le pouvoir hafside. Il n'a jamais réussi à mettre son autorité. Et enfin, il y a eu les Husseinites, etc. البيات بالعياد هم اللي جابوا لنا يعني الناس الحسينيين. L'idée du rattachement national est venue avec la génération de nos parents. Les Ben Youssef, les Ma'amr, que vous évoquez, Haj Hamida, qui eux se sont alliés, ils étaient nationalistes tunisiens. Ils ont voulu leur rattachement à la Tunisie. Et vous parliez tout à l'heure de Ma'amr, c'est différent. Lui, il était un rattachement à l'Ifriqiya, l'Afrique du Nord. Il voulait une autonomie. C'était lié à des histoires de commerce. Comme les Djerbiens sont des commerçants qui travaillent sur le Maroc, sur l'Algérie, donc ils voulaient un marché. Ils voulaient un marché économique le plus large possible. Et donc ce sont nos parents qui, eux, ont revendiqué l'autorité de Tunis. Bon, mais aujourd'hui, qui c'est qui fait des dégâts? C'est nous-mêmes. Hein. Donc, et je crois qu'on doit faire appel au secours à Tunis, parce que Tunis, je crois qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont tellement de difficultés. Voilà. Alors, je vais juste terminer 2 points, et comme ça, on vous laisse la parole. Je voulais juste faire une remarque par rapport... Ça va? وينك؟ احنا في البلديه نتاع ميدون وهكا ولا؟ وينو الاطارات نتاعها؟ Au moins un minimum, le secrétaire général aurait dû assister et enregistrer. عملنا لهم فيديو تو ما يقدروش يحضروا على الاقل ما تقال بسنة زوجة البصيري.
Hassim, je voulais vous faire remarquer, vous avez remarqué que dans les îles, les voitures roulent à gauche. Pourquoi? C'est une question de taxation. Pour que les voitures continentales ne s'imposent pas chez nous. Alors, les gens de barra, ils payent l'assurance, ils payent tous ces frais, c'est à Tunis. Autour de Gelba, enfin l'île, pas Gelba. L'île, elle ne prend que la pollution des voitures. Mais on roule à gauche, comme ça on prend des taxes sur les voitures qui roulent à gauche. Donc ce sont des systèmes, et de nombreuses îles ont veillé à... Et donc tout ça est mêlé à des questions fiscales. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi nous impose-t-on un droit de passage, alors que nous habitons l'île? Un droit de passage pour? علاش الحاكم يخلص في الحاكم 800 فرنك وانت تسكن هنا. Toutes les îles, les droits de passage vers les îles du continent, vers les îles et vice-versa, ne payent pas. Mais ça marche, normalement, c'est des ressources qui doivent aller à l'île. Hein. D'autres le blé, c'est le système international. Il faut aussi les prix. Toutes les îles, du monde entier. Oui. D'accord. Bon, je vais terminer en vous montrant quelques photos. Alors là, vous voyez, ce sont des paysages de Djerba. Ce sont les paysages attractifs. Quand vous voyez des palmiers comme ça, des couchers de soleil de cette manière, du ciel, une telle beauté, une telle harmonie, mais c'est très attractif, on a envie d'aller visiter ce pays. Et donc ça, c'est sur la route de Hout-Souk. Et donc, quand vous allez vers l'avion et que vous gardez ces images dans votre tête, mais vous n'oublierez jamais ce pays, ça vous marque définitivement. Donc voilà, encore des soleils, des couchers de soleil avec des lumières assez exceptionnelles. C'est pas la fin du monde, non, c'est peut-être la fin d'un monde, mais enfin c'est quand même magnifique, regardez ces lignes de palmiers qui font un peu la beauté de Djerba. Alors là, nous sommes à côté de Jama Fadloun, surtout et du gros massif. Hein. On est en train de construire juste à la sortie de Midoun. تعرف اللي كانت مدرسة جامعة فضون. اي بالطبيعة الجامعة كلهم كانوا مدارس زمان. لا كلهم يعرفوا في حاجة. بالنسبة لجامعة فضون. أكيد. C'était l'école des mathématiques et oui. de la géométrie. La géométrie euclidienne. C'est la première école qui a enseigné les mathématiques et la géométrie. Absolument, absolument. Donc vous voyez, ici, il y a une construction juste devant Jama Fadloun. Et ce palmier, ils vont l'arracher. Vous revenez dans quelques mois et vous allez voir. Alors voilà, on enlève les arbres, on dépose. جيك كونتينر تهبط لك سلعة يجور وتبني. C'est vraiment avec beaucoup de facilité et on est en train de salir les paysages. Et où est le contrôle? Il n'y a pas de contrôle, malheureusement, c'est un peu notre but d'alerter un peu les autorités locales pour leur dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. On est en train de détruire notre patrimoine, c'est pas possible. Voilà, regardez, cette maison massive, chauffée, هذا في جربة في طريق الناظور معناتها c'est un individu. Mais s'il a construit un truc massif comme ça باش يسكن لي 15 عائلة نقول لك معليش on lui donne لكن ساكن واحد معناتها il salit le paysage, il construit dans un style qui n'a rien à voir avec Djerba, il s'impose dans le lieu et voilà. Et qui lui a donné l'autorisation de construire sur un voilà, c'est toujours sur la route de Midoun. Là encore, c'est une maison qui est terminée, c'est encore un immigré qui vient de France, qui ont beaucoup d'argent, qui construisent, et puis la maison elle est vide. Voilà, ils s'imposent à nous, ils abîment les paysages, ils construisent dans des styles qui ne sont pas les nôtres, ils veulent leur argent ou rien, tout ou rien. Et ils ne payent pas d'impôts. Alors là, ça c'est le comble. On est perdant sur tous les tableaux. C'est pareil. هذا زميلي اللي جاي من فرنسا عنده شوف بني شو اسمه un plan d'un architecte européen ou américain, j'en sais rien, et il a déplacé cette construction en Tunisie. Il y a Djerba, mais ça n'a pas de sens. Et vous voyez, regardez, la maison elle est vide. Il paye ni impôts sur place, ni taxes, il abîme les paysages, et il vient passer 2-3 semaines peut-être par an, quand il peut. Et un jour il ne pourra plus,
Mais cette maison s'impose à nous sur la route de Midoun. Là c'est pareil. Une grosse construction. Alors là, c'est à l'intérieur des manoirs. Puis derrière la Khouèche, on a une maison qui est un grand palais. Et donc, vous voyez, qui ne respecte aucune norme locale. Et je vous signale, ce gars, sa maison est à vendre. Hein. Il a sali les paysages. Il ne paye pas d'impôts, il ne paye pas de taxes, il ne paye rien. Et il vend. Voilà, pourquoi tu as construit alors? Pour vendre, pour gagner de l'argent. Donc on est en train d'utiliser les ressources de ce pays pour de la spéculation. Là encore, c'est pareil. Là, on est carrément à l'intérieur des terres agricoles. Vous le savez bien, nous sommes vraiment comme une ruche d'abeilles. C'est très vert. Et là, c'est encore quelqu'un de ma famille qui a vendu à quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre a revendu à quelqu'un d'autre. Et voilà, il vous fait 2 étages, mais 2 étages qui font plus de 12 mètres, 15 ou 20 mètres de hauteur. Et de loin, on voit sa maison. De très loin, on voit sa maison. Et voilà. Et donc, déjà, la maison de gauche, elle était très élevée. Et maintenant, celle-là, elle est encore plus élevée. Mais voilà. Alors ça, c'est une vieille table qui a été détruite. Et j'ai voulu la récupérer, elle m'a dit non, on ne peut pas la récupérer, elle est chivée, pour les animaux. J'ai même pas pu la récupérer. L'Aouha, elle doit aussi avoir 300, 400 ans. Mais c'est pas bien. Les ملوحة بالقاع. هنا كاريمون طابية محروقة. انتم في جهتكم. سامحني جو termine juste cette photo بعد نعطيك الكلمة. هنا زاد تقول لي كلكو جور هذه مش قديمة ياسر. قبل الحوش هذاك كان مش باين كان مخبي. توا الطابية محروقة ولا الحوش باين. معناتها الوسخ باش يولي يهبط في الزيتون ويولي الراجل هذا il n'a plus d'intimité ما عادش دار ولا ناس تطلع عليه. Voilà, c'est peut-être lui qui a fait ça. Pour faire quoi? Pour la spéculation. On ne voyait jamais les Houèche. Ils sont toujours très isolés et très cachés. Tawa, من الطريق هاوك يبين الحوش. هذه صارت قلت البارح. هذا هبط بالتراكس يهدم في شجرة. بالتراكس يهدم في شجرة. صورته سبني بطبيعة. Il m'a menacé. معناتها احنا كي نتكلموا ولينا ريسك دو بروندر اون ركلي. وحتى الجيران قالوا لي علاش كيتكوش في المشاكل؟ والله قالوا لها لي الكلمه فهمت؟ علاش كوش في المشاكل؟ خليه يعمل لي حب، شو الحال خليه يحب. يهدم شجره نتاع 800 سنه وانا نسكت. قال لي نو تو دو تو تير. معناتها وصلنا لدرجه شوف دو غرو ماتيريال ها. اي وي تراكس وتعرف قبل ونشرشي توجور نقولوا لا مش جماعتنا هاي مش جماعتنا راهو صوت شنو راهو جرابه لكن ماش فاهمين عروقهم نساو مش عارف نساو رزقهم نساو ils font des choses voilà là encore في حومة السوق تلاقي حومة السوق يعني كلها عرابة كلها زيتون عملناها البدايلني وش نايليها معناتها regardez moi là où vous pouvez trouver son téléphone موجود معناتها يخمج لك le paysage on voit bien que c'est de la spéculation. Bien sûr. La terre ne lui appartient peut-être pas ou elle est peut-être louche بنى فيها حوايج اللي سخروها il va faire une plus-value et il va trouver quelqu'un. معناتها المفروض je suis désolé mais quelque part il doit avoir des pénalités, des impôts, des taxes. Voilà هذا الجامع نتاعنا حكايه الباتريمون الجامع سيدياتي et bon c'est joli quand c'est en dessous de l'aberration de la j'ai un ami qui là je l'ai pas remarqué tout de suite mais quelqu'un m'a fait remarquer il m'a dit السمعه مش نتاعنا وبالحق السمعه مش نتاعنا هي ملكيه السمعه واحنا اصلنا عندنا سمعه نتاع جلده فهمت donc je ne l'avais pas remarqué et c'est effectivement à un moment il y a eu des travaux et ils ont transformé le minaret. Mais là aussi, par rapport au patrimoine, c'est quand même bien de préserver le style djerbien. Voilà, ça c'est encore sur la route. La construction est devenue tellement facile, un conteneur, sans contrôle, il a pas de jour, ou bien qui m'a fait. هذه الدار اللي حكيت لك معايا قبيله هذه زاد دار
حمراء معناتها لا قبه ولا كي في خروج مليون هذيك في طريق السوق يعني tout le monde la voit cette maison. C'est pas le style local, c'est pas. Pourquoi leur octroie-t-on une autorisation sur ce type d'architecture? Mais ils n'ont pas d'autorisation. Tout à l'heure, regardez là encore, regardez, ils salissent les paysages, ils font du n'importe quoi. Bon, et tout à l'heure, il y a une femme italienne qui était ici et qui se plaignait. Elle disait, moi j'ai demandé une rorsa pour faire un garage et patati. Et mon voisin, ben 3 étages. بين الرخصة تو وزن. هم هي مازال أوروبية فهمت تستنى في الرخصة باش تعمل حاجة. قال جي بو ريان فيغ البلدية قتيلة. أما جاره التونسي أنا كنت له لكن النهار إنه وين ناخذ واحد نحطوه في الحبس فهمت؟ ولا هدبوا له داره فهمت؟ ممكن الناس اللي تفهم. أما تو ما عادش يخافوا من. Voilà. On termine avec les paysages attractifs du tourisme. Quand vous voyez des images pareilles. Ah, j'ai envie de passer mes vacances dans ce pays. Voilà. يعطيكم الصحة. شكرا لك. شوف. في حكمتكم انتم ثم زوج جوامع جدد وش بناهم صلحوه. بدلوا الاسم التاريخي ما عادش. صحيح. بومليان وسيدي منصور. ولا العباس. ولا العباس والاخر شنو؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد قلت جا الجربة هو عمل حاجة خالد بن الوليد في الجربة ما خليله اسمه وجامع العباس وصون بومليان اللي يعرف تاريخ اللي يعرف تاريخ الجربة يثبتوا على العباس سبة سيتاكيو تحكوا متعاقدين مع قروان ما عندناش حاجة هنا يبريوا فيها Et l'association de sauvegarde de l'île de Djerba.